Bonjour, aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Armel et Pépou Odigan qui nous parlent de France. Bonjour Armel, bonjour Pépou. Bonjour Noémie. Bonjour. Donc, sur votre site, vous écrivez que Armel compte avec la parole, avec les mots, et Pépou compte avec la musique. Oui. Euh, Voulez-vous élaborer un peu sur qu'est-ce que vous faites sur la scène? C'est quoi votre pratique? Alors, je vais laisser la parole à Pépo parce que conteuse, compter avec la parole, ça parle à tout le monde, hein, mais son travail est spécial. Depuis le début que nous nous sommes rencontrés, et même avant, moi j'ai toujours fait beaucoup de musique improvisée, donc jouer dans des groupes de musique improvisée. Et puis c'est le travail aussi de tous les gitans, tziganes. On travaille comme ça, on est beaucoup sur l'improvisation, on ne connaît pas forcément la musique, moi c'est mon cas. Et j'ai très peu de facilité au niveau de la parole. Par contre, j'ai plus de facilité au niveau de la musique. Donc, je m'exprime avec ma musique. Et lorsqu'Armel raconte, je travaille avec en partie sa voix, sa rythmique et l'histoire qu'elle énonce, le conte qu'elle dit. Et mon travail, c'est de pas d'être redondant avec ce qu'elle dit, mais de sublimer, de raconter autre chose, d'être en même temps avec elle, de pousser un petit peu derrière, d'être un petit peu en retrait. C'est la même histoire qu'on raconte tous les deux. Et en fait, nous travaillons tous les deux pour une troisième personne qui est le conte. Et c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est le conte. Et tout ce qu'on va faire, c'est tout mettre en, c'est tout faire en sorte que le conte soit compréhensible par la musique et par la parole. Voilà, D'accord. voilà. Très Il intéressant. joue, il joue tout le temps. Dès que je commence le conte, la musique est toujours présente. Voilà, on tricote tous les deux, on avance tous les deux dans les histoires. Moi, c'est une des particularités que nous avons, c'est il n'y a pas de moment où, enfin, s'il y a des moments évidemment de silence parce qu'ils sont indispensables aussi, et les silences font partie intégrante de la musique, mais il n'y a pas la parole s'arrête, la musique commence, la musique s'arrête, la parole recommence. Non, on n'est pas comme ça. On converse tous les deux pour la même chose. Donc, est-ce que je comprends que vos spectacles sont pas rodés là, à la minute près? C'est beaucoup d'improvisation. Donc, Oui, c'est exactement ce que j'allais préciser, c'est qu'on a une trame commune et puis ensuite à chaque fois, alors évidemment avec le temps ça se fixe, mais ça ne se fige pas. On a toujours la même structure, mais chez vous, on ne comptera pas de la même façon les mêmes histoires qu'ici et sur un terrain de voyageurs. On ne racontera pas de la même façon que dans un théâtre ou vers les gens qui ne connaissent pas cette culture tzigane, quoi. Donc, mais c'est la même histoire et qui va aller toucher et apporter l'émotion pour bien sentir ce que le cœur du conte veut dire. Et musicalement, c'est un petit peu comme les grilles de jazz. Je sais à peu près sur quel thème je vais jouer parce que ça correspond bien à cette histoire-là. Et donc, je vais tourner autour d'un thème qui sera assez récurrent de toute façon parce qu'il appartient à ce spectacle-là. Enfin, à chacun des spectacles, il y a des thèmes et à chacun des contes, il y a des thèmes qui sont récurrents parce qu'ils fonctionnent bien, parce qu'ils sont là, parce qu'il faut les jouer à ce moment-là. Parfait. justement, on parle de thèmes musicaux, mais au niveau des thèmes, Armel, que tu vas aborder dans tes spectacles, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Alors, en général, c'est toujours autour de la culture tzigane. Mhm. Alors là, ça se développe. Les premiers spectacles, c'était plus sur la rencontre, comment on vit, les histoires de famille, de couple. Après, on a fait Chicha, celui qu'on devait présenter chez vous, ou La vie rêvée d'un manouche, et les plus politiques. Ça aborde par le conte les difficultés, tous les a priori que les gens ont par rapport aux voyageurs. Voilà. Mais c'est le conte qui va dire ça, même si entre les contes, on peut faire des petits apartés. Il y a des contes merveilleux aussi dans un répertoire plus pour les enfants, mais à partir de 8 ans, parce que pour les tout petits, il n'y a pas de conte de notre culture. Mhm. Et
puis, il y a des contes qu'on trouve dans toutes les cultures, dans toutes les communautés et qu'on retrouve aussi chez nous, mais qu'on retravaille vraiment, vraiment pour donner l'ambiance mano, gypsy, tzigane, hop, pour s'amuser. Pouvez-vous justement peut-être nous parler un peu de vos origines personnelles? Je pense que Peppo, vous venez d'Italie. Oui, Oui. Oui. Puis Armel, vous appartenez à la communauté Rome, avec des origines tziganes russes, je pense. C'est ça, oui. Tzigane russe. Ma famille est depuis la génération de ma mère installée en France. Donc, souvent, quand on commence les spectacles, je précise que avec ma sœur et mes cousines, on est la première génération à être toutes nées en France. Mhm. Et que ma mère n'a pas du tout parlé ni russe. J'arrivais en France dans des campements il y avait des Russes, des Polonais, toutes les communautés des Roms se sont retrouvées. Il y avait beaucoup de Polonais, donc c'est la langue polonaise qui a pris le dessus. Et donc, ma mère n'a pas voulu, quand elle a rencontré mon père qui était sédentaire, a vraiment voulu oublier ce moment difficile, hein, et elle a voulu vivre comme une Française. Et elle m'a dit, toi, tu es née en France, tu es française, tu vas parler français. Voilà. Donc moi, pendant longtemps, j'en ai voulu, je voulais apprendre toutes ces langues qu'on entendait partout. Et puis finalement, maintenant, avec les spectacles, je me dis, c'est bien, voilà, je peux remercier ma mère de m'avoir envoyée à l'école et dit, voilà, apprendre le français. J'ai le langage pour parler de la culture de la communauté. ouais. Quant à Oh, moi, oui. ma famille vient d'Italie, du côté de ma mère. C'était une famille de forains, colporteurs, donc ils faisaient les marchés, qui vendaient des cartes postales, des boutons de manchette. Ma grand-mère fabriquait des sacs, elle vendait des sandwichs aussi à la porte de l'Arsenal de Toulon. Et nous sommes, la famille est arrivée, moi je suis la 4e génération en France, nous étions dans le sud. Bon, après, nous avons déménagé, mais voilà, c'est aussi ce qui nous caractérise, Tzigane, c'est que nous sommes capables de partir du jour au lendemain vers ailleurs, on n'a pas vraiment d'attache territoriale. Mhm. Où on se sent bien, on peut s'arrêter et se poser. On dit en général que notre pays, c'est la famille, dans l'homme, la femme et puis les enfants. Et puis après, quand les enfants font leur vie, ben, tous les deux, on peut aller n'importe où. Parce que là, vous me parlez de votre maison, dans le fond. Est-ce que si vous avez une maison, mais vous continuez de vivre dans le voyage beaucoup, donc. On a une maison, on a aussi des roulottes. Moi, je OK. fabrique des roulottes aussi, bon, on en a 2 à nous. Et cet été, on est encore parti avec. Mais c'est Pour les difficile. festivals, parce que c'est très difficile en France de voyager. On dit les voyageurs, les gens du voyage, tout ça. On peut voyager, mais on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter. Et ça, c'est Mm. vraiment un problème. Mis à part les aires d'accueil, mais les aires d'accueil sont gérées par les polices municipales. Et il faut savoir que quand on rentre dans une aire d'accueil, il faut y rentrer avant 16h30. 16h30, 17h, ça dépend des employés municipaux. Mais à partir de ce moment-là, il y a une barrière qui est mise, on ne peut plus en sortir jusqu'à 10h du matin, le lendemain matin, mis à part à pied. Ce qui veut dire que quelque part, on est emprisonné dans un lieu avec notre véhicule et on ne peut plus sortir. C'est quand même problématique. Donc, il y a des tournées de voyageurs, donc ceux qui font les marchés ou les foires. Ils ont des circuits et ils ont acheté des terrains de famille où ils peuvent s'arrêter, où il y a de la famille, ils peuvent aller. Mais ça devient vraiment compliqué. Les aires de grand passage, il y en a de moins en moins. C'est vraiment les aires où tout le monde pouvait s'arrêter sur les endroits où nord, sud, est, ouest. Et malheureusement, il n'y a plus d'endroits. On ne peut plus s'arrêter dans un village. Tout ce qui était place est devenu parking avec des barrières. Donc, la vie moderne a fait que c'est quasiment impossible de continuer à voyager. Nous, on a pu le faire un peu il y a, il y a quoi? On est Il resté y a 15 ans 20 sur les ans. routes, Quand une on a quinzaine d'années. commencé, c'était beaucoup plus facile. Et après, Mais il faut dire aussi que bah, dès qu'on s'arrête quelque part, la police vient voir ce qu'on fait et souvent nous fait mm, partir, nous fait dégager. Alors qu'il y a des lois qui existent en France et qui nous permettent de rester au moins 72 heures sur une place.
mais c'est très peu respecté par les politiques. Il y a certains festivals, comme à Lyon, on allait, ils voulaient absolument la roulotte en ville, on dit ça va être compliqué, mais donc on s'installe, et puis du coup on entend taper, et c'est la police, et pourtant il y a le papier d'autorisation signé de la préfecture, et ils viennent quand même nous dire vous n'avez pas le droit. Mais si, il y a le papier. Elle nous dit non, c'est pas pour vous, mais si, c'est pour nous. Voilà, donc nous, on le prend tranquille parce qu'on a le festival. Tout de suite, les gens du festival sont venus. Ils ont dit mais non, on vous a demandé l'autorisation. Mais nous, on a été privilégiés pour voyager parce qu'on fait des spectacles, on est attendu, on a toutes les autorisations. Mais pour les autres voyageurs, c'est très, très compliqué. Je pense que ça a beaucoup d'impact justement sur la communauté rom là, qui vivent pas mal de discrimination puis de difficultés sociales là, en Europe. Présentement, il y a beaucoup de communautés rom qui sont forcées à être sédentaires, donc, puis ça doit avoir des Alors, Alors, impacts assez importants sur la culture. ça ne marche pas dans ce ce sens-là. qu'il faut Non? savoir, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des gens du voyage sont sédentaires depuis très, très, très longtemps. OK. Donc, il n'y a vraiment qu'en France, en Belgique, Italie, enfin, maintenant, c'est un peu plus compliqué pour eux, Espagne, où il y a des voyageurs qui sont vraiment en caravane. Mm. Sinon, en Roumanie, en Hongrie, Albanie, tout ça, la plupart, la très grande majorité sont sédentarisés. 80% des gens du voyage. C'est-à-dire que les Roms, tout ce qui est roumain ou bon, des gens du côté de l'Europe de l'Est qu'on appelle Roms dans les médias françaises, vivent dans des maisons ou dans des cabanes. Et quand on les met là dans des campements avec des caravanes, ils ne savent absolument pas vivre de cette façon-là. Ils sont dans une maison avec les familles, des familles, des familles qui sont ensemble. Même s'il y a un puits pour avoir de l'eau, il y a des codes qu'ils ne retrouvent pas du tout en France. On dit, on les met avec les gens du voyage. C'est pas du tout la même façon de vivre. Donc, ils sont encore plus perdus, encore plus malheureux et plus en difficulté et en demande, en pauvreté. Est-ce que votre famille, à vous, Armel, vivait aussi sur la route? Est-ce que c'était des gens du voyage aussi? Moi, ils étaient sédentarisés. Ouais, Donc, mis à part pour faire les marchés, quoi. Donc, ça les amenait à voyager. Mais autrement, on a toujours eu un terrain familial. Alors moi, du côté de ma mère, j'ai retrouvé dans les papiers, parce que c'est très, très complexe de savoir l'histoire de la famille, j'ai retrouvé d'après les endroits de naissance des sœurs et des frères de ma mère, parce qu'ils étaient 12, donc il y a des grands trajets en Russie, après ce qui est devenu la Pologne maintenant, mais qui faisait encore partie de la Russie, et puis après, il est arrivé en France, et quand ils sont arrivés en France, mon grand-père a traficoté les papiers. Le nom, je ne suis pas sûre que ce soit le nom entier. Il y a des choses qui sont assez étranges, mais qu'on retrouve dans d'autres familles aussi. Les dates de naissance ne sont pas les mêmes parce qu'il fallait avoir un certain âge pour pouvoir travailler. Donc, tout a été un peu mis pour pouvoir être accepté, travailler. Et puis, au début, c'était ce qu'on appelait dans des baraquements, des baraques, et puis des cabanes de toile goudronnée. Et puis, avec le travail de mon grand-père, ils ont pu avoir une petite maison où ma mère habitait aussi avec ma grand-mère. Et moi, j'ai connu cette petite maison quand j'étais petite. Puis cette transition-là vers la sédentarisation là, dans toute la culture des peuples qui étaient autrefois nomades, est-ce qu'on sent un changement dans les traditions, dans les comment les coutumes ou les actes traditionnels puis tout ça ont évolué ou peut-être dans les histoires qui sont racontées, tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été Alors, moi, modifiées par rapport à ça? je serais tentée de dire que non, il n'y a pas de changement parce que les gitans ont souvent une caravane en bas et on est toujours prêt à partir. Et que quand on s'arrête, quand on va faire des spectacles, ceux qui vivent en caravane maintenant ont tous
une photo de roulotte en disant: «C'était la roulotte de» c'est la même photo qui circule, mais c'est tellement important et c'est tellement, vivace encore ça, qu'on se dit que c'est pas si loin et qu'on peut repartir du jour au lendemain et c'est ça qui fait la force. Mais ce qu'il y a aussi, c'est on n'a pas d'attachement à la terre. C'est-à-dire que là, on est propriétaire d'un terrain, on peut le vendre du jour au lendemain, on ira ailleurs, on sera peut-être en caravane, tu n'achèteras pas de terrain, mais on est capable de partir du jour au lendemain, toute la famille. Et ça, c'est très traditionnel et c'est le caractère des gens du voyage. Même si on est sédentarisé à 80%, on est tous capables de partir. Même une génération entière peut partir, les grands-parents, tout le monde, les oncles, tout le monde part. Dans nos familles, enfin, moi particulièrement, je parlais de moi, je sais mieux le dire, il y a pas d'histoire de maison de famille, de meubles de famille, comme dans certaines familles, on garde des souvenirs qu'on va se passer de génération en génération. Il y a pas. J'ai pas du tout d'histoire de village, enfin, c'est des histoires de rapports humains, mais pas de lieu et j'ai pas de maison. Il y a jamais mes tantes, ma mère ont parlé d'une maison, d'un endroit spécifique. C'était vraiment des rencontres familiales qui sont dans nos souvenirs. C'est un rapport au territoire qui est super intéressant. Est-ce que ça a un impact sur votre création? Comment ça s'exprime, ce rapport particulier-là au lieu, à l'espace? Je vais Alors prendre déjà, 10 secondes. peut-être pour aller dans ton sens, Mhm. dans nos histoires, je réponds un peu à la place d'Armel, il n'y a pas d'histoire de paysans. Donc, il n'y a pas Mhm. d'histoire de terre vraiment, de cultiver la terre, de trésoriser, de passer, de faire des héritages. Ça n'existe pas, ça. Ensuite, Ensuite, mais oui, sur notre façon de compter, notre façon d'être dans le spectacle, comme on est dans le moment présent, qu'il y a beaucoup d'improvisation, mais ça joue aussi, je veux dire, qu'on soit là ou qu'on soit ailleurs, on a l'impression d'appartenir à ce lieu-là. Et du coup, quand je raconte l'histoire, je suis bien là. Je ne me projette pas ailleurs. C'est-à-dire que si, tu vois, il y a une histoire quand même qui commence, il était une fois un village, mais où je me trouve dans mes images de conteuse, j'ai le village où je suis ce soir-là. Parce que j'ai pas de village de rattachement. Mais après, quand dans l'histoire ça passe et qu'il y a le voyageur qui arrive, je sais vraiment qui est le voyageur et la diseuse de bonne aventure, la caravane, tout ça, là, je le vois vraiment. Mais quand c'est des lieux comme ça de village ou de ville, pour moi, c'est dans l'endroit où je me trouve. et en fait, peut-être que scéniquement aussi, ça a quand même une influence, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que lorsque nous sommes dans un endroit pour faire un spectacle, euh, nous, on aime bien accueillir le public. On ne reste pas derrière les rideaux à attendre le présentateur et monter sur scène. Et moi, j'accueille le public et c'est un petit peu comme si je le recevais chez moi, n'importe où nous sommes. C'est-à-dire que n'importe où nous sommes chez nous. Et le public, il rentre dans notre intimité à ce moment-là. Il y a ça d'une part. Et d'autre part, dans le jeu ensuite qu'on va avoir, c'est toute cette liberté qu'on aura au niveau de l'improvisation. Et musicalement, enfin pour moi en tout cas, c'est important, c'est que je me sens complètement libre par rapport à la parole et par rapport à l'histoire, tout en respectant quand même les règles de l'histoire, pour ne pas la déformer, pour qu'elle soit bien audible. Mais j'ai toute liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Même musicalement, je n'ai pas de théorie, j'ai pas de, comment dire, j'expérimente même des choses. Maintenant, toujours, on apprend toujours. Ça, c'est évident, ça me paraît évident. Mais même sur scène avec le public, s'il y a un moment donné où on est ensemble et on a cette liberté de pouvoir partir n'importe où ensemble. C'est ça, oui. C'est qu'on a cette liberté du moment où on est tous les deux sur scène. On a la liberté, cette force de cette liberté d'embarquer le public où on veut les emmener, où on veut tout atteindre ce degré d'émotion ensemble pour partager ce moment-là maintenant ensemble. Plus largement, peut-être même, je dirais politiquement, là, comment vous voyez votre rapport au territoire? Comment vous définissez le territoire pour vous? Il y a pas de, enfin, un territoire. C'est compliqué parce que nous, enfin, contrairement, je dirais, aux natifs amérindiens, c'est que nous n'avons pas de territoire. Depuis le 8e siècle, on est parti de l'Inde. On a voyagé partout dans l'Europe et maintenant, bien en dehors de l'Europe, au Québec, il y a beaucoup de voyageurs aussi, au Brésil, aux États-Unis, on est très nombreux partout. Et
mais on n'a pas, on dit un voyageur, quand il va passer une frontière, il va épouser la religion des gens qu'il va rencontrer. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller n'importe où et de s'approprier les façons de vivre des gens qui sont là. C'est ce qu'on a fait en musique, c'est ce qu'on a fait avec la danse. Après, je ne dirais pas la sublimer, ce serait peut-être un peu prétentieux, mais on l'a transformée à notre façon. Mais c'est vrai qu'on est allé en France, Django Reinhardt, il a fait le jazz manouche. On est en Angleterre, il y a des musiciens aussi qui font autre chose de la musique traditionnelle anglaise. Bartok, il disait, si on veut connaître les musiques anciennes de Roumanie, il faut aller la collecter auprès des tziganes, parce qu'ils ont gardé ces façons de jouer, ces appoggiatures, ces mélismes, toutes ces ornementations traditionnelles, et ils en ont fait autre chose qui maintenant est complètement contemporaine. Comme il n'y a pas de terre, il n'y a pas de pays, donc on n'a pas ces traditions-là à garder. On a juste des traditions de rapports humains, de valeurs, voilà, de ces valeurs humaines qui font que, et la première des choses, c'est vivre à l'instant présent. Dire, s'il se passe quelque chose, c'est maintenant. C'est que ça a été fait comme ça. Alors, évidemment, nous, on l'a bien ressenti là, avec ce retour à la maison, aller à Paris et nous dire non, le pass sanitaire, celui-ci maintenant, il est plus accepté par le Canada. Bon, on s'est trouvé vraiment désemparés vis-à-vis de vous. Quelle humiliation de ne pas pouvoir partir. Non, mais c'est Mais vrai, pour nous, c'est une frontière qui ne devrait pas exister. voilà, elle a dit: «Mais on est obligé de montrer», alors qu'on avait tous nos tests, tout était fait, tout ça administrativement, c'est quelque chose qui est difficile à admettre, que c'est juste quelqu'un qui va donner un coup de tampon qui empêche tout ce qu'on avait imaginé ensemble, voilà, depuis toutes ces semaines. Et puis une fois qu'on est rentré, on a dit: «Bon, c'est fait, on va pas se lamenter. Vivons l'instant présent, regardons comment on peut quand même rester en lien. Et bien, de toute façon, tout le temps de son festival, on pense à vous. Voilà, on est avec vous. Il y a le décalage horaire, mais on va regarder ce qui se passe. On aurait fait ça. Les amis, Pierrot nous envoyait un petit mail. Voilà, on aurait dû se retrouver. Donc, profitons de ces instants-là, de se connaître et de partager quand même cette difficulté ensemble. Voilà, là, on est tous dans l'instant présent à passer par-dessus et pas chercher un responsable de ci. C'est comme ça. Voilà. Donc, ça, ça fait vraiment partie de notre façon de vivre. Mais autrement, politiquement, par rapport à la géographie, ce que tu semblais aborder, c'est que, ben, par exemple, quand on était en roulotte, lorsqu'on nous déplacions pour aller à un spectacle, pour un engagement, euh, très, très, très souvent, on se faisait arrêter alors que nous étions, nous, Français, sur le territoire français. Mais il y a un moment donné où on ne nous considère plus comme des Français parce qu'on a un type physique, on a une façon de vivre qui est différente du commun des mortels français, en tout cas. Et là, il y a discrimination. Et c'est vrai que forcément, au niveau du spectacle, ça joue, quoi. Parce que, par exemple, sur Chicha ou La vie rêvée d'un manouche, il faut bien entendre que La vie rêvée d'un manouche, ce n'est pas une vie rêvée non plus d'un gadjo. Hein, ce n'est pas facile tous les jours, quoi. Et qu'il y a toujours des brimades, il y a des vexations, il y a des choses qui sont dites sur nous qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne devrait pas entendre, qu'on ne veut plus entendre, mais qui perdurent quand même depuis le 8e siècle, en France en tout cas, et en Europe en général. Tu vois, là, comme il y a encore beaucoup, ici en Centre-France, les familles qui font des paniers. Donc, ils vont les vendre à la sortie des supermarchés. Ben, plutôt que les gens aillent acheter un panier vers quelqu'un, vers une femme qui l'a fait pour nourrir sa famille, les gens vont s'écarter parce que, voilà, des voyageurs, c'est des voleurs, ça reste, c'est vraiment, comme ça. Nous, on est dans le spectacle, donc ben, le spectacle, c'est le mot magique. Du coup, on a accepté, mais pas toujours. Parfois, des festivals, dès qu'il y a quelque chose qui a disparu, on vient nous demander si on ne l'aurait pas pris. Ah, qu'est-ce que tu veux dire à ça?
Non, il y a vraiment ça qui colle. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, s'il y a des voyageurs, c'est eux les responsables. Et ça, toujours, toujours aujourd'hui. Comment vous expliquez justement cette persécution-là qui dure depuis, comme tu disais, Pépo, depuis le 8e siècle? Comment ça se fait que les gens du voyage sont aussi On ne sait pas. mal Mais aimés? parce que, si, on sait, parce que c'est un non-contrôle politiquement de nos Ouais. pensées. On ne peut pas nous contrôler, on ne peut pas contrôler les familles. On est plus de 300 000 en France, 300 000 voyageurs en France, minimum. Et ça fait du monde. Si à l'échelle européenne, on serait un 12e du pays de l'Europe si on prenait toute la population tzigane. C'est pas mal quand même. Mais tous ces gens-là, enfin, nous sommes, enfin, à ce qu'ils disent, incontrôlables, parce qu'on est quand même, on va voter, on est comme tout le monde, quoi. Hein, c'est ça. Après, c'est l'idée que les gens se font de nous. Hein, c'est comme on se fait des idées sur les Africains ou sur les Amérindiens par chez vous. Ce sont des fausses idées qui ont été véhiculées par les médias, là, beaucoup par les médias ici. Dès qu'il y a un problème, enfin, qui sont en manque d'informations en France, ils vont trouver ils vont ressortir une petite affaire avec des gens du voyage en disant voilà, les gens du voyage ont fait ci, ça met un petit peu voilà, un exergue, une information qui va être relayée après, même si c'est faux, même si c'est exagéré. Mais voilà, quand ils sont en manque d'informations, ils viennent chez nous. En ce moment, on est tranquille parce qu'il y a le Covid. Mais quand il n'y aura plus le Covid, ça va revenir. Et puis... Non, mais en plus, on n'a aucune importance pour eux, puisqu'on n'a pas de terre, on n'a pas de richesse. Donc ça, oui, à ce qu'ils croient, parce qu'il n'y a pas de richesse. Mais donc, c'est vraiment toutes les questions sur les aires d'accueil. On n'a pas de terre, donc chaque commune est obligée de faire l'aire d'accueil, donc de donner une parcelle qui est achetée normalement par le... Il y a des subsides qui sont envoyés par l'État et il y a des communes qui ont pris cet argent-là, mais qui n'ont pas fait l'aire d'accueil. Voilà, parce que, voilà, donc c'est tout ça qui fait que c'est compliqué. Et quand l'État dit quelque chose, ben, il y a beaucoup de personnes qui croient ce que l'État a dit. Donc, c'est dit attention, méfiez-vous. Plus les journalistes, les médias qui grossissent tout. Donc, les gens qui ne veulent pas chercher plus loin se méfient et on est toujours mis de côté. En France, il y a des lois qui existent en notre faveur, dont, Armelle a un peu évoqué, la loi Besson depuis 2000, l'an 2000. Toute commune qui a plus de 5000 habitants a le devoir, enfin l'obligation de créer une aire d'accueil. Une aire d'accueil, ça consiste à avoir des emplacements pour minimum 3 caravanes, un petit bloc sanitaire, douche sanitaire et des prises pour mettre les machines à laver. Et c'est des emplacements qui vont entre 40 et 60 caravanes, suivant les moyens. Mais toutes ces communes-là ont l'obligation de le faire. Il ne doit pas y avoir plus de 20% qui l'ont fait en France, depuis 2000. Mais en plus, quand il y a les aires d'accueil, les voyageurs, quand on s'arrête sur ces aires d'accueil, on paye l'eau et l'électricité. Alors que beaucoup de Français croient qu'on va là, qu'on va tout casser, mais non, on paye quand même l'eau, l'électricité consommée sur ces aires d'accueil. Des fois, il arrive effectivement qu'il y ait des gens qui sont indélicats, mais ça, c'est comme partout dans n'importe quelle communauté, ça arrive. Mais ce sont ces actes-là qui vont être mis en avant plutôt que tout le reste, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important, quoi. C'est vraiment le tout petit bout de la lorgnette. Et pour aller un peu plus loin dans la discussion, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, les gens du voyage étaient plutôt... en fait, on avait des petites tournées dans les pays. C'était 25-50 km de diamètre de rayon. Hein, et chacun avait des endroits où il faisait les marchés. C'était des tournées. Il y avait des paysans pour vendre les paniers, pour ramasser les pommes de terre, par exemple. Ils vendaient des dentelles aux femmes. En fait, on était des colporteurs, puis on amenait beaucoup de choses sur les foires, tout ça. Et lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, tous les voyageurs ont été incarcérés dans des centres, comment ça s'appelle ? Des camps d'internement. Des camps d'internement. Pour Français. Des camps d'internement pour gens du voyage. Alors là, il y avait de tout, en fait. Il y avait aussi des circassiens, il y avait des clochards, il y avait tout le monde, quoi, dont les tziganes. Et il faut savoir que nous étions gardés par des Français, par des policiers français. C'était des ordres des préfectures françaises.
et on a été désincarcérés 1 an après la fin de la guerre. Alors que les Juifs, eux, ils ont été libérés, ceux qui ont pu, heureusement, qui ont survécu. Les Tziganes sont restés 1 an après internés. Ils n'ont pas retrouvé ni les roulottes, ni les chevaux, ni rien. Certains n'ont même pas pu récupérer leur papier d'identité. C'était vraiment, donc ils étaient obligés d'aller taper dans les fermes pour aller chercher de quoi se nourrir. Donc là, il y a des gens qui ont accueilli, qui ont aidé. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fermé les portes. Donc, et ça, en tout cas, ça fait que chez les voyageurs français, il y a la perte de, il y avait plus de confiance envers les Français. Parce que ceux qui sont venus et qui les gardaient, souvent, c'est des gens dans le village qu'ils connaissaient. Et d'un seul coup, ils sont devenus des gardiens enfermés et vous ne pouvez pas sortir. Il n'y avait rien à manger. On ne leur amenait même pas à manger. Donc, ça a cassé beaucoup de choses. Donc, avant cette Seconde Guerre, il y avait de la confiance envers tout le monde. Et à l'issue de cet événement-là, il n'y a plus de confiance. Et ce qui explique aussi que beaucoup de voyageurs se méfient des gadgets. Des sédentaires. Je trouve que ça fait beaucoup penser à ce qui est arrivé aux communautés inuites du nord du Canada. Là, il y a eu, qui étaient des communautés nomades avant, là, il y a les chiens de traîneau qui ont été saisis par le gouvernement, des troupeaux de bisons qui servaient à l'alimentation des communautés qui ont été abattues, puis tout ça. Il y a vraiment comme eu un effort politique là, gouvernemental de casser un mode de vie qui ne correspondait pas au mode de vie occidental, blanc, sédentaire. Puis on sait qu'au Canada, maintenant, ça a eu un impact beaucoup sur la santé mentale des communautés. Ça a créé beaucoup de détresse. Est-ce que ce traumatisme-là, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, puis à cette cassure-là dans le mode de vie puis la liberté des gens, est-ce que ça a des répercussions dans les communautés au niveau plus du bien-être des gens, tout ça? C'est que les communautés se sont resserrées sur elles-mêmes, puisqu'il n'y a plus de confiance. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de méfiance et ça reste beaucoup. Et il y a de la méfiance d'un côté. Et dès qu'il y a quelque chose qui est dit, c'est tout de suite mal interprété. Il y a pas mal d'agressivité qui est due à ça, quoi, à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est encore difficile à estomper, à effacer, puisque le gouvernement n'a fait aucun, comment dire, n'a jamais dit exactement ce qui s'était passé. Nous, on est en train de travailler dessus, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas exactement ce qui s'est passé, quoi. Donc, le comment du pourquoi. Donc, il y a aucune mise en lumière de c'est tout un pan de l'histoire. Il a fallu attendre 2016 que François Hollande fasse une déclaration pour reconnaître les responsabilités dans le génocide tzigane, Samura-Dipen, on appelle ça, 2016, 70 ans après. C'est quand même énorme. Et encore, tout n'est pas reconnu. La responsabilité est reconnue, mais pas le génocide. Pensez-vous qu'il y a des moyens qui pourraient être mis en place par les gouvernements pour réparer un peu ces gestes-là? Qu'est-ce qui pourrait être fait maintenant? Ce qui pourrait être fait, c'est déjà enseigner ce pan de l'histoire pour dire les choses comme elles se sont passées, que s'il y a de la rancœur et de l'agressivité, parce qu'il y a ça, ça, ça et ça, je pense que dans les manuels d'histoire, si on enseigne ça aux enfants, au lieu d'avoir les petits manouches qui vont à l'école et encore de continuer à mettre de côté, de savoir et de comprendre que les générations de leurs parents, de leurs grands-parents ont été enfermés alors qu'ils n'y étaient pour rien, et que c'est ça qui reste maintenant. Donc, toute cette connaissance, une bonne connaissance, pourrait apporter des ouvertures et petit à petit essayer d'effacer ça d'un côté comme d'un autre. Parce que si nous, on sent qu'une reconnaissance, ça va apaiser un peu, ça sera long, mais ça peut être une piste. Et puis sur les aires d'accueil, tout le travail, ça fait boule de neige. Si on est mieux accepté, mieux connu, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que toute la communauté est méconnue. Donc, si c'est mieux connu, les aires d'accueil, elles pourront être plus confortables aussi.
pas toujours en bord d'autoroute ou à côté des déchetteries, dans des endroits dont personne ne veut. Mais des endroits, toi, sur les aires d'autoroute, les sanitaires sont nettoyés toutes les heures. Les aires d'accueil, quand les voyageurs sont là, alors c'est la mairie qui doit mettre ça quand même, personne ne vient jamais nettoyer. Et chez nous, tu ne vas pas les nettoyer, on est très, comment ça s'appelle quand on ne se dévoile pas? Pudique. On est très pudique. Donc, on ne va pas aller nettoyer les toilettes ou aller chez les toilettes de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très compliqué pour nous. Tu vois, bon, c'est un petit exemple comme ça, les salles de bain, tout ça. Donc, mais ça, personne n'en tient compte et ça fait partie intégrante de notre façon de vivre. C'est un peu absurde parce que d'un côté, les communautés qui vivent du voyage comme ça sont dans des conditions terribles et vivent les persécutions, mais d'un autre côté, il y a toute une imagerie qui est très appréciée par les Blancs, par les gens sédentaires. Ah oui, Ah On oui, oui, pense oui, à Esmeralda, puis tout ça. Il y a c'est comme ça. un côté très hollywoodien aussi à ça. ouais. Ah ouais. On aime la musique des gitans, mais on n'aime pas les gitans, c'est ça? Puis vous, comme performateur, justement, des gens qui vivent du spectacle aussi, vous devez vivre ce contraste-là quand même régulièrement. Comme... Bah oui, enfin, Ouais. nous, enfin, les gens qui viennent nous voir, de toute façon, ils adhèrent à notre cause, donc il n'y a pas de problème avec ces gens-là. Mais c'est vrai que quand on discute un petit peu avec les gens après les spectacles, qu'il y a des gens qui sont un petit peu sceptiques, ils disent oui, alors vous, les gens du voyage, si, ou ça. Puis elle dit, mais nous, on n'en connaît pas des gens comme vous dites. Et ils nous disent, oui, mais vous, c'est pas pareil. C'est toujours le. Mm. C'est ça, quoi. Je crois que c'est commun à toute minorité. Premièrement, est-ce que cette imagerie-là a une influence sur votre travail? Puis est-ce que ça a une influence aussi sur l'écoute du public? Alors, au tout début, tu vois, on a fait notre premier spectacle, il s'appelle Michto. Ça veut dire tout va bien. Et nous, on voulait vraiment faire connaître la communauté tzigane. Donc, on a pris des choses, on a un peu collé à qu'est-ce que les gens vont attendre de nous. Ça correspond quoi? Donc, on a fait beaucoup le hoppa, la jupe qui tourne, la fête, les choses comme ça, en partant sur le quotidien, ce qu'on a un couple, des histoires de couple avec des contes merveilleux. Donc ça, du coup, on a été vraiment repérés avec ça. Ça correspondait pile poil à ce que les gens attendaient de la culture tzigane. Et quand on a commencé à travailler bien, être bien mis dans les festivals, on a travaillé autre chose. On a eu le mariage de Hatiek. Donc, c'est les valeurs, c'est quoi les qualités pour être un voyageur, un tzigane. Et puis, on a fait Chicha, où la vie rêvée d'un manouche qui est plus politique. Donc, comme maintenant les gens nous aiment, on a envie, et ils partagent notre culture, ils ont envie d'en savoir un peu plus. Donc, c'était le moment de vraiment travailler dessus et de dénoncer des choses, mais pas comme une conférence, c'est toujours le conte qui parle. Et de ce fait, on sent que ça a beaucoup de répercussions, ça a beaucoup de force et de résonance et d'interrogation après quand on est parti. Donc ça, c'est bien. Et puis là, on va travailler sur un autre... on a une commande aussi sur un conte en épisode pour Vassivière, où on va partir vraiment depuis les contes créateurs, fondateurs, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et d'après toutes ces légendes et tout ça, on retrouve ces forces dans le voyageur d'aujourd'hui. Donc, c'est encore abordé différemment par les contes créateurs, ce qui fait nos différences aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, oui, ça influence. Mais c'est vrai qu'aussi, au début, lorsque nous commencions, il y a eu des endroits où nous faisions venir que pour le folklore tzigane. On avait la roulotte, on avait les enfants avec nous, on était un peu bizarre parce qu'on ne s'habillait pas vraiment comme les autres. Mais on l'a vite senti et on n'est pas rentré dans ce jeu-là. On a refusé tous assez rapidement. C'est-à-dire que si ce n'est pas un festival, un engagement de tzigane, si ce n'était pas un festival avec un engagement de tzigane ou un gros festival où on avait une belle place, on ne venait pas avec la roulotte. C'était juste, là, qui nous disait, oui, mais alors à l'entrée, ça aurait été bien, ça aurait fait l'appel. On a dit, bah non. Voilà. Donc, c'était compliqué. Mais ça existe, hein, ça existe, bien sûr.
C'est ça. C'est pas performatif, votre mode de vie, c'est votre Oui, c'est quotidien, ça. tu sais. Pas du tout. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Donc Mm. maintenant, on va plus du tout avec la roulotte comme ça. On me dit, ah, mais c'est dommage, j'aurais bien voulu. Oui, ben, c'est plus. Puis comment vous voyez justement le rôle de votre travail de scène, du conte, de la musique dans votre communauté en général? Ah, ils sont contents. Enfin, je veux dire, ça Mm. fait vraiment plaisir à la communauté parce qu'on porte les valeurs de la communauté, on porte les valeurs de la famille. Nous, le principal leitmotiv des voyageurs, c'est la famille. Comme tout à l'heure, on disait on peut partir n'importe quand. C'est que dans la mesure où on est en famille, on peut partir n'importe où, n'importe quand. Mais il faut que la famille soit là et c'est ce qui est le plus important pour nous. Oui, non, puis ils sont contents. Et bon, ils nous avaient repérés avec les roulottes parce qu'on s'arrêtait sur les aires d'accueil ou quelque part. Donc, oui, on est repérés. Et puis là, on a fait un gros travail sur, justement sur les camps d'internement en français. Mais c'était compliqué. Du coup, moi, j'ai demandé des renseignements à la communauté manouche française. Parce que moi, venant de Russie, on a eu d'autres enfermements, mais pas les mêmes camps des Français. Voilà, ils étaient très contents qu'on s'occupe de ça et on le dise. Et voilà, donc on est content. Puis on travaille beaucoup avec la communauté, on travaille beaucoup sur Lyon, Clermont-Ferrand. Avec les voyageurs, on fait du collectage avec eux. Là, on va faire une sorte de spectacle performance avec un peintre, Gabi Jimenez, un peintre gitan, tous les trois. Donc, on va faire un travail de collectage auprès de deux, trois familles des alentours de Lyon. Et ensuite, on va faire une mise en situation en scène, on va dire, d'après les dires qu'ils auront fait, qu'ils auront dit. Parce qu'ils auront dit, quoi. Improvisé. Ici, les communautés autochtones, il y a la passation orale, là, la tradition orale un rôle fondamental là, dans les communautés. Je ne connais pas là, le rôle de la tradition orale dans les communautés roms. Est-ce que la passation se fait davantage par l'écrit, par l'oralité? Il n'y a pas d'écriture pour la langue. Ça fait très peu de temps qu'on commence à écrire le romanesque, mais ça a toujours été que oral. Quand on écrit en romanesque, on ne fait pas de faute d'orthographe. On Chacun peut écrire l'écrit comme comme on il veut. veut. Moi, ça m'arrange bien, ça. Mais c'est vrai que de ma génération, moi, je sais lire et écrire, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas lire ni écrire d'une autre génération encore. Et même l'école pour les enfants du voyage est très, très mal faite. C'est très Donc, compliqué. les enfants vont à l'école jusqu'à 9 ans parce que c'est des classes primaires. Et à partir de 10-11 ans, quand ça doit aller au collège, les parents ne les mettent plus au collège. Donc, ils ont ce qu'on appelle l'école à domicile. C'est des cours qu'ils reçoivent dans les caravanes, mais c'est n'importe quoi. Toute la famille va répondre pour l'enfant ensemble. On envoie les papiers, les devoirs, mais il n'y a pas de suivi. On voit que le niveau de l'enfant n'est pas bien, mais nous, on l'avait fait pour nos enfants. Et comme on était sur les routes, on ne pouvait jamais envoyer à la date. Donc, à chaque fois, il avait 0 parce que le devoir n'était pas rendu à la bonne date. Alors, on pouvait avoir 2 fois un changement de date, mais pas plus. Je leur téléphonais, je dis, mais c'est pas possible, on est sur la route. Donc là, on peut pas, on est en spectacle pendant une semaine à un festival, donc ça va se décaler. C'était 0. Et à la fin de l'année, ils disaient, mais votre enfant est en difficulté, on le met dans les classes d'apprentissage lent. Mais je dis, c'est pas ça. Mais personne n'est venu voir, personne n'a pris le temps. Enfin, c'est très, très compliqué. Donc, les enfants des familles du voyage, il y en a encore beaucoup qui sont en difficulté, qui ont du mal à écrire, à parler. Alors maintenant, avec les téléphones portables et tout ça, c'est plus facile, mais bon. Puis ce qu'il faut savoir quand même, c'est que maintenant, les gens du voyage, les jeunes, ils essaient d'aller le plus longtemps possible à l'école et que malgré tout, il y a quand même des jeunes qui réussissent, qui sont diplômés. Il y en a qui arrivent à être avocats, qui sont médecins, comme tout le monde. Il suffit de donner la chance, il suffit de libérer des places et il n'y a aucune raison, on y arrive autant que les autres. C'est comme partout, il y en a qui ne savent toujours pas écrire correctement et puis il y en a qui sont avocats.
Voilà. Mais on ne se souvient que de ceux, les analphabètes, ceux qui sont en difficulté. Et beaucoup d'associations œuvrent pour cela, sans, ça aussi, c'est une méconnaissance, tu vois, sur la reconnaissance, comment faire, de dire qu'il y a aussi des voyageurs, des tziganes, des gitans qui réussissent bien, pas que dans l'amusement, mais qui portent des valeurs, des idées, que c'est réfléchi. Non, que les mauvaises choses qui sont pointées. L'impact de cette nouvelle génération-là qui devient, tu sais, qui est éduquée, qui va chercher de l'éducation, quel impact ça a sur leur rapport à la culture du voyage, à la culture Ben, homme? malheureusement, la plupart ne disent pas qu'ils sont voyageurs. Il y en a beaucoup qui cachent Mm. leurs origines Voilà. Du coup, c'est pas parce dit. que ça va être mal vu dans leur corps de métier, tout simplement. Donc après, nous, quand on fait les spectacles, ça, ben justement, par contre, quand on fait les spectacles, très souvent, à l'issue du spectacle, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, moi, je suis de la communauté, j'ai réussi, mais je ne le dis pas. Et ils en sont tristes finalement. Et peut-être qu'on arrive à ouvrir des voies en leur disant, mais soyez fiers de ce que vous êtes. Et c'est vrai que ça, il y en a qui en discutent après. Mais tu vois, il y a des jeunes femmes, elle me dit, je suis infirmière. Je dis pas que je suis une voyageuse. Parce que lui, les gens ne laisseront plus rentrer chez eux. Enfin, elle a peur de ça, peut-être pas, tu vois. Mais en tout cas, il y a tellement de choses qui nous sont interdites qu'elle ne dit pas qu'elle est voyageuse. C'est triste un peu, mais on dirait que quand même votre rôle justement en performance, là, avec ce que vous venez de dire, ça a un impact pour la valorisation de Oui. ce Ben, mode on de vie-là. espère, oui. Ah En oui, tout cas, oui, nous, non, notre c'est sûr. démarche, c'est pour ça. Quand on a commencé à faire les spectacles de notre culture, c'était vraiment ça. C'était se faire connaître, pas pour nous, pour flatter notre ego, c'était pour la communauté. Et les vieux nous l'ont dit, allez de par le monde, parlez de notre communauté. Ah, donc c'est toujours très, très présent pour nous, quoi. Si on a fait tout ça, si on va tout autour du monde, c'est vraiment pour faire connaître la communauté, avoir des rapports avec d'autres minorités, voir comment ça se passe. Pour ça, là, c'est vraiment la grosse déception de ne pas être ensemble pour parler avec la culture. Vous, les difficultés qu'il y a, vraiment échanger en direct et puis enfin voilà, bon ben ce sera une prochaine fois, hein, on va dire. Ben oui, effectivement, parce que il y a tellement de parallèles à faire justement avec Ouais, les réalités des communautés autochtones. C'est le lien est ouais, tristement naturel là, entre les c'est deux ça, ouais. peuples. On a un peu les mêmes liens avec les Peuls en Afrique du Nord. Et Mhm, OK. souvent, quand on se retrouvant sur scène avec des conteurs d'origine Peul, Mhm. Touareg, il y a même des contes qui sont assez similaires dans le fil conducteur, dans ce qu'on veut dire par la suite, dans le subliminal, Ouais, quoi. mais quand on partage, quand on se retrouve sur scène, on est vraiment, oui, comme de la même famille, quoi. On a cette sensibilité qui est pareille. Les contes, ils commencent d'être dits, on va se croiser les paroles, on- même si, oui, c'est un même fil qui enrobe tout le monde et qui tire tout le monde, qui se tisse comme ça. C'est pas une chose que je ne retrouve pas quand on partage des fois la scène avec des conteurs qui font des contes paysans, des contes de terroir. C'est Mhm. difficile. Moi, je ne sais pas trop. Et puis lui, il ne connaît pas non plus. Alors évidemment, la fibre artistique et l'amitié font que ben, ça va bien se tisser, mais avec moins de facilité. On le sent. Est-ce que vous diriez qu'il y a une mythologie commune entre les peuples du voyage, de l'Eurasie, l'Afrique, puis tout ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la mythologie des Tziganes, de notre mythologie, on est très proche de la mythologie indienne. Ça c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas. Mais après, je ne connais pas assez pour… Après, les religions ont tellement mis leurs mots et leur univers que c'est vite empreint de religion. C'est compliqué de trouver la racine, la première. Je ne pense pas que ce soit au niveau de la mythologie qu'on va voir des liens très sensibles et qu'on va se reconnaître en peuple. On va dire qu'en peuple, pour les Amérindiens colonialisés, et nous qui sommes, on va dire, plutôt des colonisateurs parce qu'on va un petit peu partout, mais nous sommes des peuples minoritaires maintenant en tout cas.
il y a des choses qui sont dans la sensibilité avec lesquelles on se reconnaît. Il y a des choses par rapport aux façons de voir la vie, de vivre. Nous, on dit on vit le jour le jour. Ce qui est passé est passé. Demain, ce sera demain. Vivons maintenant, aujourd'hui. On a de l'argent, on le dépense. Et ça, on le dépense maintenant. Quand on n'aura plus, ben, on en trouvera d'autres. Voilà, C'est pas un problème. ça arrivera. On trouvera... Et c'est ça, c'est le côté de la débrouillardise pour s'en sortir. Et peut-être un petit peu la roublardise, finalement, par rapport à ce peuple souverain qui se croit au-dessus de nous et qui, finalement, on n'arrive pas toujours à un moyen, on arrive toujours à être roublard par rapport à eux, Oui, à voir nous ce qu'on arriver veut. à nos moyens, quoi. Même si on dit, ben oui, vous êtes les plus forts, quelque part, on sait qu'on n'est pas forcément nous-mêmes les plus forts, mais on arrivera à nos fins. Et ça, on le retrouve aussi avec les Amérindiens de Guyane, enfin, d'Amérique centrale. Dans des peuples comme ça qui sont, on va dire, opprimés, il y a des choses qui sont Oui, ce qu'on sensibles. appelle la débrouillardise. En se regardant, on sait, il y a un petit sourire, on sait, ouais, ben, on a tout compris, quoi. Voilà. Les autres vont dire c'est pas de la débrouillardise, c'est presque de la malhonnêteté. Eux, ils vont le trouver comme ça, et nous, on ne trouvera pas que c'est malhonnête. C'est des brouillards. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas le même rapport aux objets, en tout cas. On vit en symbiose avec la nature. On va utiliser la nature telle que, comme on nous la donne, et on va utiliser à bon escient, sans trop en prendre, juste comme il faut. On va couper du bois pour se chauffer, mais on va couper du bois qui est mort. On ne va pas abattre des arbres pour le plaisir d'abattre des arbres. On va réutiliser pour niveau. Enfin, moi, je sais que quand je fabrique des roulottes, je vais réutiliser des fenêtres de maisons qui sont cassées. Je récupère chez les menuisiers, quand ils font des trucs en aluminium, moi, je récupère les fenêtres en bois et je les retravaille. Je fais beaucoup de récupération. On va dans les déchetteries, on va récupérer le fer. Au niveau de la récupération, je crois qu'on est les rois du monde. Les premiers à avoir fait de la récup. Pour les pots de lapin, les journaux, la ferraille, tout, on récupère tout. Même les câbles électriques dans les maisons. Bon, ça, c'est pas toujours autorisé. Peut-être pour une petite note finale, étant donné que les Roms, la culture tzigane, tout ça, a glané un peu son patrimoine culturel un peu partout. Si nous, on a envie de glaner un petit bout de l'esprit du voyage, puis tout ça, est-ce que vous auriez un conseil peut-être à nous donner, nous sédentaires, sur comment alléger un peu notre vie de sédentaire, se libérer un peu de ça? Ah ben moi, je vous dirais, vivez l'instant présent. Ouais. Ça ne sert à rien de ressasser le passé, c'est fait. Et ça ne sert à rien de se projeter. On ne sait pas de quoi ce sera fait. Mais l'instant présent, il est là. Donc, profitons-en au maximum. Voilà. Si on est à se parler, on est vraiment ensemble. Si on est à marcher dans la nature, on est vraiment avec la nature, hein, à écouter, à sentir et à se nourrir de tout ça. Ce fait que notre chemin il continue à s'ouvrir. Et puis, ne pas marcher sur les autres. Il y a une place pour tout le monde. Ça aussi, pour moi, c'est très, très important, quoi. Le respect de l'autre. Et si on avance comme ça ensemble, moi, peut-être parce que je suis mère aussi, je me dis que le monde sera meilleur. Voilà. Et toi? Merci. Oui, c'est ça aussi. Hein. Gardez vos vieux avec vous, si ne les mettez pas en maison de... Ça, c'est un point commun qu'on a aussi avec beaucoup de peuples, c'est que la famille reste jusqu'au bout. Les parents nous ont élevés, c'est à nous de veiller sur eux plus tard. Très vrai. Bien, merci beaucoup, Armelle et Pépou. Merci, Noémie. Si on a envie de s'intéresser à votre travail, là, malgré la distance, est-ce qu'il y a quelques petits trucs qu'on peut aller voir peut-être sur le web ou des choses comme ça? On a notre site, www.armelpepo.com. Parfait. Il y a des podcasts, il y a des podcasts, il y a des contes, il y a des vieux extraits vidéo parce qu'on ne travaille pas ça. Donc, c'est des copains qui ont filmé comme ça et qu'on a remis les petits extraits parce que ça rappelle de bons souvenirs. Voilà, les podcasts où il y a des contes. Ils sont de qualité, oui. Vous pouvez les utiliser. Hein. Voilà. Oui, vous pouvez utiliser les contes des podcasts.
Super. Donc, on se reverra physiquement au rendez-vous des Grandes Gueules, peut-être à la prochaine édition. Mais on va vous attendre. Puis en attendant, ben, merci d'avoir participé à la radio du festival. Puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Je pense que ça va être Oui, l'heure de l'apéro pour vous bientôt. oui, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Merci beaucoup, Noémie. Merci. Merci.